tissu conjonctif et de ses généralités. Nous allons donc suivre ce plan. D'abord, nous allons parler des éléments constitutifs, les fibres, la substance fondamentale et les cellules qui composent le tissu conjonctif, puis les différentes variétés de tissu conjonctif. Voyons donc les généralités. Le tissu conjonctif a pour origine le mésenchyme qui lui-même dérive du mésoblaste. Il est composé de cellules, de fibres et de substances fondamentales qui créent le lien entre les cellules et les fibres. L'ensemble fibres plus substance fondamentale constitue la matrice extracellulaire. En fonction de la qualité de la matrice extracellulaire, on va retrouver différents types de tissus conjonctifs. Ainsi, lorsque la matrice extracellulaire est semi-fluide, on parlera de tissu conjonctif proprement dit. Le tissu cartilagineux présente une matrice dure et élastique, tandis que dans le tissu osseux, elle est dure et rigide. Enfin, le sang présente une matrice fluide. Ces tissus conjonctifs vont avoir différentes fonctions, telles qu'une fonction mécanique d'union, où le tissu conjonctif va remplir et soutenir les espaces, une fonction métabolique nutritionnelle, et enfin, il participe à la défense immunitaire spécifique et non spécifique. Si on se concentre sur les fibres composant le tissu conjonctif, il existe deux grandes familles de fibres, les fibres de type collagène et de type élastique. Dans les fibres de type collagène, on retrouve les fibres de collagène proprement dites et les fibres de réticuline. Les fibres dites de collagène ont un diamètre compris entre 1 et 10 micromètres. On les retrouve majoritairement au niveau des tendons. Au microscope optique, on les reconnaît par leur aspect long et ondulé, et surtout sans anastomose, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas interconnectées entre elles. Elles sont donc soit seules, soit associées à un faisceau. Leur orientation dans la matrice se fera selon les forces de traction, ce qui leur confère une certaine résistance mécanique. Les fibres réticulées sont plus petites que les précédentes, de l'ordre du micron. On les retrouve au niveau des organes hématopoïétiques et de la membrane basale, dans la lamina reticularis. Ces fibres vont s'organiser en réseau grillagé déformable, ce qui va leur donner une certaine souplesse. Elles seront seules ou associées par des protéoglycans. Les fibres élastiques sont aussi de l'ordre du micron. On les retrouve au niveau d'organes subissant des variations de taille, comme les poumons, la peau et la paroi des grosses artères. En faisceau ou réseau grillagé, les fibres vont conserver une organisation particulière. Au centre, on retrouve de l'élastine, un polypeptide hydrophobe de 750 acides aminés. C'est une substance amorphe et claire aux électrons. En périphérie, on retrouve des microfibrilles de fibrilline. Ce sont des glycoprotéines denses aux électrons. Ces microfibrilles vont servir de charpente à l'élastine. Concernant le collagène, c'est la molécule la plus abondante du règne animal. Elle nécessite pour sa synthèse de vitamine C, et en cas de carence, on peut observer une pathologie appelée le scorbut qui touche les gencives. La molécule de collagène fait 300 nanomètres de long pour 1,5 nanomètre de diamètre, constituée de 3 chaînes enroulées en triple hélice. À l'extrémité, une portion de la chaîne n'est pas en triple hélice, c'est ce qu'on appelle le télopeptide. Il existe une vingtaine de collagènes différents que l'on classe en deux catégories, le fibrillaire et le non fibrillaire. Le collagène fibrillaire est le plus fréquent et présente une résistance à l'attraction. On retrouve le collagène 1, qui est le plus fréquent, 90% des collagènes. Il est retrouvé au niveau des tendons, du derme, de l'os, de la cornée et au niveau des organes internes. Le collagène 2 est constitutif du cartilage et enfin le collagène 3 est retrouvé dans les fibres réticulées au niveau de la peau, des vaisseaux et organes internes. Concernant le collagène non fibrillaire, lors de sa synthèse, les molécules vont conserver leur télopeptide. Il existe des collagènes associés à la fibrilline, comme le collagène 9 associé au 2 dans le cartilage et le collagène 12 associé au 1 dans l'os. Enfin, le collagène 4 est spécifique de la membrane basale qui, lui, est organisé en réseau. Lorsque l'on s'intéresse aux pathologies liées aux fibres de collagène, on les distingue en fonction de la variété de collagène touchée. L'ostéogenèse imparfaite, aussi connue comme la maladie des os de verre, concerne une anomalie du collagène 1. Cela va induire une fragilité osseuse et les patients auront des os déformés et souvent fracturés. Une autre anomalie du collagène 1 est retrouvée dans le syndrome d'Ehlers dans l'os, une maladie induisant une hyperlaxité articulaire et hyperextensibilité de la peau. Enfin, dans le syndrome d'Alport, c'est le collagène 4 qui est touché. Cela entraîne une insuffisance rénale chronique. Concernant les fibres élastiques, on retrouvera le syndrome de Marfan dans lequel on observe une absence de fibrilline.
Je vous donne un petit moyen mémotechnique. Marfan-fibrilline, on retrouve un F dans les deux mots. Cette maladie entraîne une fragmentation des fibres élastiques car il n'y a plus la charpente. Les patients atteints de cette maladie seront grands et fins et présenteront des risques de dissection aortique, c'est-à-dire une déchirure de l'aorte car c'est un organe riche en fibres élastiques. Lors du vieillissement, on observe des altérations des microfibrilles, entraînant la fragmentation des fibres d'élastine. Macroscopiquement, cela se traduit par l'apparition de rides. Passons à un autre composant du tissu conjonctif, la substance fondamentale. C'est un gel très hydraté, translucide et incolore qui va avoir pour rôle de remplir les espaces. Elle est composée à 70-80% d'eau, auxquelles s'ajoutent des ions, des éléments minéraux et des molécules organiques telles que les glycoprotéines, les protéoglycans et les glycosaminoglycanes. Ces derniers sont des polysaccharides non ramifiés, constitués d'une répétition de disaccharides, l'acide uronique et l'exosamine. Ces molécules étant riches en charges négatives, cela explique que les GAG soient des macromolécules les plus anioniques de notre organisme. Les PG, protéoglycans. Dans ces protéines, la fraction glucidique est prédominante. Elles sont donc constituées d'une chaîne polypeptidique, qui est la fraction protéique, sur laquelle se branchent par des liens covalents les GAG, représentant la fraction glucidique, ce qui revient à 95% du poids moléculaire. Les GAG et protéoglycanes ont un rôle structural majeur. La densité de charge négative va attirer l'eau et les cations, comme le Na+, et c'est ce qui apporte cette résistance aux forces de compression. Ils régulent l'activité des protéines sécrétées. Ils vont servir de tamis pour le passage des molécules et ainsi les fixer. Enfin, les glycoprotéines d'adhésion. Elles sont constituées d'une courte chaîne glucidique d'oligosaccharides ramifiés, généralement des GAG représentant 5 à 40% du poids moléculaire, avec une ossature protéique qui prédomine. Elles vont avoir un rôle dans la mobilité cellulaire et la fixité cellulaire grâce à leur liaison avec des intégrines transcellulaires. Enfin, elles participent à l'organisation de la matrice extracellulaire. Il faut donc bien faire la distinction entre les protéoglycans, dont la fraction prédominante est la fraction glucidique, à l'inverse des glycoprotéines, dont la fraction protéique prédomine. Les derniers éléments constitutifs du tissu conjonctif sont les cellules. On distingue les cellules mobiles des cellules résidentes que l'on trouve obligatoirement dans le tissu conjonctif. Ces cellules résidentes naissent et meurent dans le tissu conjonctif. On retrouve ainsi des fibroblastes et des adipocytes. Les fibroblastes. Attention, ces cellules n'ont pas de lame basale, elles sont donc directement au contact de la matrice extracellulaire. Lors d'anomalies, les fibroblastes peuvent induire des sarcomes, c'est-à-dire des tumeurs malignes. Les fibroblastes permettent la synthèse et le renouvellement de macromolécules de la matrice extracellulaire. Ils ont des rôles dans le métabolisme des lipoprotéines et du cholestérol et dans la défense de l'organisme par la sécrétion de cytokines. Ces cellules sont mécanosensibles, leur permettant d'intervenir dans les réponses inflammatoires. Les adipocytes, on en retrouve deux types. Les adipocytes univacuolaires, ce sont des cellules avec une énorme inclusion lipidique dont le noyau est écrasé en périphérie. Ils peuvent être isolés ou regroupés comme dans le tissu adipeux. Ils forment la graisse blanche. Leur fonction concerne notamment les lipides pour leur synthèse, stockage et dégradation. Ils ont également un rôle dans la production d'œstrogènes et de leptine. Les adipocytes plurivacuolaires sont des cellules avec des vacuoles lipidiques retrouvées dans la graisse brune. Le noyau est gros et arrondi. Ils ont un rôle de production de chaleur chez le nouveau-né. Les cellules mobiles, pour leur part, vont naître au niveau de la moelle hématopoïétique et se différencier dans le tissu conjonctif. Elles vont toutes participer à la défense spécifique et aspécifique de l'organisme. On distingue les macrophages. Ils appartiennent au système lysosomal et forment des vacuoles de phagocytose. Leur rôle spécifique est de présenter les antigènes aux lymphocytes T. Leur rôle aspécifique concerne la phagocytose. La phagocytose est en quelque sorte un moyen d'ingérer des éléments et de les digérer. Les mastocytes, ce sont des cellules ovalaires qui contiennent des granulations d'héparine et d'histamine, ce qui va participer à leur rôle dans les allergies. Les plasmocytes, ces cellules ont un cytoplasme basophile. On peut observer leur arcoplasme autour du noyau, ce qui correspond à leur appareil de Golgi.
La chromatine a un aspect en rayon de roue. Ce sont les seules cellules capables de synthétiser des anticorps contre un antigène. C'est l'immunité humorale. Ces cellules sont légèrement plus petites, avec un diamètre de 15 microns. Nous avons donc parlé des caractéristiques générales des tissus conjonctifs. Maintenant, concentrons-nous sur les différents types de tissus conjonctifs proprement dits. En effet, le type du tissu conjonctif dépend de la prédominance d'un élément dans sa composition. On parle ainsi de tissu mucoïde lorsque la substance fondamentale prédomine. Les tissus mucoïdes sont donc le mésenchyme et la gelée de Wharton. Comme dit au début du cours, le mésenchyme dérive du mésoblaste, il apparaît dès le premier mois de vie embryonnaire. Les cellules ont un aspect particulier. Elles sont étoilées avec de fins prolongements et subissent beaucoup de mitose. La gelée de Wharton est retrouvée au niveau du cordon ombilical. Il y a plus de fibres qu'au niveau du mésenchyme. Lorsque la fraction fibreuse prédomine, on retrouve différents types de tissus conjonctifs selon la nature des fibres. Le tissu conjonctif dense collagénique peut être de deux types. Non orienté. La fibre de collagène est prédominante et les faisceaux de fibres vont dans les directions différentes de l'espace. On le retrouve au niveau du terme réticulaire, autour des cartilages, on parle de périchondre, autour des os, le périoste, et enfin, il entoure les organes, c'est la capsule. Il peut être aussi orienté unitendu, c'est-à-dire qu'il est tendu dans une seule direction. Les tendons et ligaments sont des tissus qui contiennent de nombreuses fibres collagéniques denses unitendues. Le tissu conjonctif dense collagénique enfin peut être orienté bitendu. C'est le cas des aponévroses et du stroma cornéen. C'est le seul tissu conjonctif à ne pas être vascularisé. Ces fibres sont orientées dans deux directions perpendiculaires entre chaque couche. Lorsque les fibres dites de réticuline prédominent, on parle de tissu conjonctif réticulaire. C'est le tissu conjonctif que l'on retrouve dans le stroma des organes hématopoïétiques et lymphoïdes. Enfin, lorsque des fibres élastiques prédominent, on parle de tissu conjonctif élastique. Il constitue le ligament jaune au niveau de la colonne vertébrale et la paroi des grosses artères près du cœur. Si trois constituants sont équivalents, on va parler de tissu conjonctif lâche. Ce tissu conjonctif n'a pas de forme bien définie, mais il est très représenté dans le corps humain. Il va avoir un rôle mécanique grâce aux fibres de collagène. Ils vont pouvoir résister aux forces de traction et présentent une certaine souplesse grâce aux fibres réticulées et élastiques. Sa vascularisation lui confère des propriétés métaboliques nutritionnelles. Enfin, il présente un rôle de défense car il y a la présence de cellules immunitaires. On retrouve ce tissu conjonctif au niveau des muqueuses, des séreuses, du derme papillaire, de l'hypoderme, des cellules musculaires et du stroma. Pour terminer, le tissu adipeux concerne le tissu conjonctif à prédominance cellulaire. Au niveau de la graisse blanche, c'est du tissu adipeux univacuolaire. Chaque lobule d'adipocytes est entouré par du tissu conjonctif collagénique. Il y a également des capillaires et des nerfs. On retrouve cette graisse blanche au niveau du panicule adipeux sous-cutané, du mésentère, de l'épiploune, des zones rétropéritonéales, de la loge orbitaire et enfin au niveau des régions palmaires et plantaires. Au niveau de la graisse brune, on retrouve du tissu adipeux plurivacuolaire. Il est plus vascularisé que le tissu adipeux univacuolaire. Cette graisse brune est retrouvée chez le fœtus et nouveau-né au niveau du cou, des reins, du cœur et des creux axillaires. On a donc terminé de parler du tissu conjonctif. Bon courage pour la suite!